Le jour de Noël, mes parents m'ont arrêté à l'entrée et m'ont dit « Tu n'es pas invité, rentre chez toi ». Derrière eux, j'ai vu ma sœur, mon oncle, et même ma meilleure amie rire autour du repas de fête. Mon cœur s'est brisé. J'ai hoché la tête, je suis retournée à ma voiture, et j'ai passé un seul appel. 20 minutes plus tard, mon téléphone a explosé, et leurs cris ont commencé. C'est l'histoire de ce Noël, le Noël qui a détruit ma famille pour me permettre de renaître. Avant que je vous raconte en détail ce qui s'est passé, ce Noël qui a tout changé, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est incroyable de penser qu'on peut partager des histoires comme ça, tous connectés. Maintenant, revenons à cette fameuse veille de Noël. Je m'appelle Chloé, j'ai 30 ans. Dans les grandes familles de Lyon, les apparences sont tout. Et dans la mienne, la famille Dubois, elles étaient une religion. Notre nom était synonyme de prestige, bâti sur la réussite de Dubois et Fils Investissement, la société de gestion de patrimoine que mon père, Bernard, avait fondée 35 ans plus tôt. Notre maison familiale, une magnifique demeure sur la colline de Fourvière, surplombait la ville, un symbole constant de notre statut. C'était une cage dorée, et j'avais passé ma vie à essayer de trouver la clé. Mon père était un patriarche inflexible, pour qui le succès n'était pas une option, mais une obligation. L'échec était une honte qui ne devait jamais entacher le nom Dubois. Ma mère, Hélène, était la grande prêtresse de notre statut social. Sa vie était une succession de dîners parfaits, de conseils d'administration d'œuvres de charité et d'un contrôle méticuleux de l'image de ses filles. Une Dubois ne montre jamais sa faiblesse, nous répétait-elle sans cesse. Ma sœur aînée, Sophie, était l'héritière parfaite. Diplômée d'HC, elle avait rejoint l'entreprise familiale sans poser de questions, devenant rapidement le bras droit de mon père. Elle était l'enfant en or, celle qui n'avait jamais remis en question l'héritage familial. Moi, en revanche, j'avais trouvé ma passion dans le marketing et la stratégie de marque. Une voie que mon père considérait avec mépris. Le marketing, c'est pour ceux qui ne savent pas gérer de vraies affaires, m'avait-il dit un jour, devant toute la famille. Malgré sa désapprobation, j'avais obtenu mon diplôme et, à contre-cœur, j'avais rejoint l'entreprise familiale. Pendant 5 ans, j'ai travaillé sans relâche pour prouver ma valeur, pour montrer que ma vision pouvait apporter une nouvelle dimension à l'entreprise. Mais il y a 8 mois, tout a basculé. J'ai quitté Dubois et Fil pour lancer ma propre agence de conseil. La raison officielle était une divergence de vision. La vraie raison était bien plus sombre. J'avais commencé à remarquer des irrégularités, des mouvements de fonds suspects sur certains comptes de clients. Quand j'ai tenté d'en parler à mon père, il m'a sèchement rembarré. L'incident qui a scellé ma décision s'est produit lors d'une réunion cruciale. Nous recevions un investisseur majeur de Bordeaux, un homme que mon père courtisait depuis des années. J'avais préparé une stratégie marketing sur mesure, innovante et audacieuse. J'étais fière de mon travail. Au milieu de ma présentation, mon père m'a interrompu. Devant le client, devant Sophie, il a dit d'une voix glaciale, « Laissez le marketing à ceux qui aiment les jolies images, Chloé. Nous parlons de vrais chiffres ici. » L'humiliation a été totale. Le client, mal à l'aise, a poliment décliné notre offre quelques jours plus tard. Ce jour-là, j'ai compris que je ne serais jamais respectée. J'ai donné ma démission la semaine suivante. Depuis, les relations étaient glaciales. Même ma meilleure amie, Isabelle, que ma mère considérait, presque comme une Dubois, avait pris ses distances. Elle travaillait toujours à l'entreprise, et notre amitié semblait s'effriter. Mon oncle Antoine, le frère de mon père et conseiller juridique de la société, qui m'avait souvent défendu, était devenu étrangement silencieux. Je me sentais seule, isolée. Mais l'espoir persistait. Noël était sacré dans notre famille. Je pensais que c'était l'occasion de briser la glace. J'ai préparé ma bûche de Noël, la recette traditionnelle de ma grand-mère, celle que mon père préférait. Son parfum de chocolat et de marron emplissait ma petite cuisine dans mon appartement de la Croix-Rousse. C'était mon offrande de paix. Je n'aurais jamais pu imaginer que ce serait plutôt une déclaration de guerre. La route qui menait de mon appartement à la maison de mes parents était courte, mais ce soir-là, elle me parut interminable. Les lumières de Lyon scintillaient en contrebas,
la ville entière semblait célébrer. J'avais le cœur serré, un mélange d'espoir et d'appréhension. J'avais passé 1 heure à choisir ma tenue, une robe en velours que ma mère avait un jour qualifiée de « très élégante ». Chaque détail était calculé pour apaiser, pour montrer que je venais en paix. Dans ma voiture, la bûche de Noël était soigneusement emballée, à côté d'une excellente bouteille de vin de la Côte-Rôtie, un cadeau d'un de mes nouveaux clients. C'était un petit symbole de mon indépendance, de ma réussite. J'espérais secrètement qu'il pourrait enfin en être un peu fier. En tournant dans l'allée privée, mon estomac se noua. Il y avait plus de voitures que d'habitude. J'ai immédiatement reconnu l'Audi d'Isabelle. Une pointe de surprise et de tristesse me traversa. Les années précédentes, nous arrivions toujours ensemble, complices et excités à l'idée de la soirée. Cette année, elle était venue sans même m'appeler. La Mercedes de mon oncle Antoine était là, ainsi que le Range Rover de Sophie. Je me suis garé un peu plus loin, prenant une grande inspiration pour calmer les battements de mon cœur. À travers les grandes fenêtres illuminées, je pouvais voir les silhouettes bouger à l'intérieur, la lueur chaude des bougies sur la table. Des rires étouffés me parvenaient, mêlés à la musique classique que ma mère passait toujours lors des grandes occasions. Tout semblait normal. Tout semblait parfait. J'ai gravi les quelques marches de pierre, la bûche dans un bras, le vin dans l'autre. Mon trac était à son comble. J'ai appuyé sur la sonnette. Le silence. Les rires à l'intérieur se sont tus instantanément. J'ai entendu des chuchotements, puis des pas se rapprochant. La lourde porte en chêne s'est ouverte, révélant mes 2 parents, debout dans l'encadrement comme 2 sentinelles. Mon père portait son blazer bleu marine impeccable, ma mère une robe de cocktail grise, parée de ses bijoux de famille. Leur visage était dur, fermé. Pas un sourire. Pas un mot de bienvenue. Chloé, dit mon père, sa voix dénuée de toute chaleur. Qu'est-ce que tu fais ici? La confusion m'a submergée. Je suis là pour le dîner de Noël. Maman a dit que c'était à 20h, comme d'habitude. Ma mère a resserré sa prise sur le cadre de la porte. Ses mains parfaitement manucurées tremblaient légèrement. Il y a eu un malentendu, dit-elle d'une voix à peine audible. Tu n'es pas invité cette année. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing en pleine poitrine. Le souffle coupé. J'ai cligné des yeux, certaine d'avoir mal entendu. Mais leurs expressions glaciales ne laissaient aucune place au doute. À travers l'espace entre eux, je pouvais voir la salle à manger. La table était magnifiquement dressée avec la porcelaine de Limoges et les verres en cristal. Le grand lustre brillait de 1000 feux. Et autour de la table, des visages familiers. Ma sœur Sophie, dans une robe bordeaux, qui me regardait avec un air de défi. Mon oncle Antoine, un verre de whisky à la main, qui a détourné le regard, l'air gêné. Et puis, le coup de grâce. Assise à ma place, la place que j'avais toujours occupée, se trouvait Isabelle. Ma meilleure amie. Elle portait un pull en cachemire que je lui avais offert pour son anniversaire. Nos regards se sont croisés une fraction de seconde. J'y ai vu non pas de la pitié, mais une sorte de satisfaction dérangeante, avant qu'elle ne baisse rapidement les yeux vers son assiette. La conversation avait cessé. Tout le monde me regardait. C'était une scène. Une mise en scène. Il m'avait délibérément exclu et avait invité ma meilleure amie à prendre ma place. C'était une humiliation publique, orchestrée. Mais, j'ai apporté la bûche, ai-je balbutié, me sentant ridicule. La préférée de papa. Ce ne sera pas nécessaire, a répondu mon père, sans un regard pour le gâteau que je tenais comme une idiote. Nous avons déjà un dessert. Je pense qu'il serait préférable que tu partes maintenant. Il a commencé à refermer la porte. Lentement. Sans un autre mot. Alors que la porte se fermait sur mon visage, la douleur a commencé à se transformer en autre chose, une chose froide et tranchante. Ils ne savaient pas encore qu'ils venaient de commettre la plus grosse erreur de leur vie. Je suis resté figé sur le perron pendant ce qui m'a semblé une éternité. Le froid de la nuit de décembre me glaçait les os, mais à l'intérieur, une tempête faisait rage. J'entendais les conversations reprendre derrière la porte, un peu plus basse qu'avant, puis la musique monter d'un cran, comme pour effacer la gêne de mon passage. Ils continuaient leur fête. Sans moi.
Comme si je n'avais jamais existé. La fierté a été la seule chose qui m'a empêché de m'effondrer. Je ne leur donnerai pas cette satisfaction. D'un pas mécanique, j'ai redescendu les marches, la bûche pesant 1 tonne dans mes bras. C'était plus qu'un gâteau, c'était le symbole de mon espoir brisé, de ma naïveté. Le chemin jusqu'à ma voiture m'a paru un calvaire. Chaque pas était une lutte pour contenir les larmes qui brûlaient mes yeux. Une fois à l'intérieur de l'habitacle, j'ai posé la bûche sur le siège passager, comme on déposerait un corps. J'ai agrippé le volant, mes doigts devenant blancs. De là, je pouvais voir la fenêtre du salon. Je les voyais lever leurs verres, rire. Mon père, à la tête de la table, semblait porter un toast. Une bannière dorée était suspendue derrière lui. Même de loin, je pouvais lire les mots « la famille d'abord ». L'ironie était si cruelle qu'elle m'a arraché un rire sans joie, un son rauque qui s'est brisé en sanglots. La famille d'abord. Sauf si un membre de la famille osait remettre en question le statu quo. Sauf si ce membre menaçait de révéler les secrets enfouis sous le vernis de la respectabilité. La douleur qui m'avait anesthésiée sur le perron s'est alors muée en une colère pure. Pas une colère chaude et impulsive, mais une colère froide, lucide, qui a aiguisé mes pensées et renforcé ma résolution. Ils avaient fait leur choix. Maintenant, c'était à mon tour de faire le mien. J'ai démarré la voiture et je me suis éloigné de la colline de Fourvière, sans destination précise. Je roulais juste pour mettre de la distance entre moi et la scène de mon humiliation. Je me suis retrouvé sur les quais de Saône. J'ai garé la voiture et j'ai coupé le moteur. Le silence, seulement troublé par le clapotis de l'eau, m'a permis de réfléchir. Ce n'était pas une simple exclusion. C'était une exécution sociale. La présence d'Isabelle à ma place était la preuve d'une trahison profonde et calculée. Elle savait. Elle avait gardé le silence. Et mon oncle Antoine, mon allié de toujours, était resté assis là, complice par son inaction. C'est alors qu'un souvenir a refait surface. Un déjeuner, quelques mois auparavant, avec un ancien camarade de promotion, Luc Chevalier. Nous avions fait une partie de nos études de commerce ensemble avant qu'il ne se réoriente vers le droit financier. Il travaillait maintenant pour l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Ce jour-là, après 1 ou 2 verres de vin, je m'étais confié à lui. Je lui avais parlé de mes doutes concernant certains comptes chez Dubois et Fils. Des transferts importants vers des paradis fiscaux, des rapports de performance incohérents, des choses qui ne collaient pas. Luc m'avait regardé avec sérieux. « Chloé, ce sont des accusations graves. As-tu des preuves ?» J'avais hésité, puis avoué. J'ai copié quelques dossiers avant de partir. Juste au cas où. Je n'ai pas osé les regarder en détail. La loyauté familiale, tu sais. Il m'avait tendu sa carte de visite. La loyauté familiale a des limites, surtout quand des investisseurs risquent de tout perdre. Si jamais tu te décides à regarder ces dossiers, appelle-moi. Jour et nuit. J'avais rangé sa carte au fond de mon portefeuille, en espérant ne jamais avoir à l'utiliser. Mais ce soir, alors que ma famille m'avait officiellement renié, la notion de « loyauté » avait perdu tout son sens. J'ai sorti mon téléphone. J'ai trouvé son numéro. Mon pouce a plané au-dessus du bouton d'appel. C'était la ligne à ne pas franchir. Une fois cet appel passé, il n'y aurait plus de retour en arrière. La destruction de l'Empire du Bois, la ruine de ma famille, tout cela serait enclenché. L'image de mes parents me fermant la porte au nez m'est revenue en mémoire. La décision était prise. J'ai appuyé sur « Appeler ». Luc a répondu à la 3e sonnerie. « Chloé. Joyeux Noël. Tout va bien ?» Sa voix calme contrastait avec le chaos qui régnait en moi. « Pas vraiment, Luc, ai-je répondu, ma propre voix étonnamment stable. « Tu te souviens de notre conversation ? Sur les dossiers que j'ai copiés ? » Il y a eu un court silence. « Oui. Je m'en souviens très bien. Je crois qu'il est temps que je te les montre. Que auriez-vous fait à ma place ? Auriez-vous protégé votre famille, malgré tout ? Ou auriez-vous choisi la vérité, quel qu'en soit le prix ? Dites-le moi dans les commentaires, votre avis m'intéresse vraiment. » Le silence à l'autre bout du fil était lourd de sens.
J'entendais Luc s'éloigner du bruit de fond de sa propre fête de famille. Chloé, c'est une étape décisive, dit-il, sa voix devenue grave et professionnelle. Une fois que tu m'auras transmis ces documents, une enquête officielle sera probablement ouverte. Tu es sûr de vouloir aller jusqu'au bout? J'ai regardé à travers mon pare-brise, vers les lumières de la ville qui avaient toujours symbolisé la puissance de ma famille. Une puissance construite sur des mensonges. Je n'ai jamais été aussi sûr de ma vie, Luc. Ils ont fait leur choix ce soir. Maintenant, je fais le mien. Très bien, répondit-il. Ne parle de ça à personne. Numérise tout ce que tu as et envoie-le-moi sur une adresse email sécurisée que je vais te créer. Je commencerai à regarder ça dès demain matin. Et Chloé, sois prudente. Si tes soupçons sont fondés, ton père et ta sœur pourraient devenir désespérés. Nous avons raccroché. Je suis restée assise dans la voiture encore quelques minutes, le poids de ma décision pesant sur mes épaules. Puis, une étrange sensation de calme m'a envahi. La phase d'incertitude était terminée. J'avais une direction, un but. Je suis rentrée chez moi, dans mon appartement de la Croix-Rousse, et j'ai commencé le travail. J'avais caché les copies des dossiers dans un double fond de ma bibliothèque. En les sortant, mes mains tremblaient légèrement. Quand je les avais copiés, c'était par pure intuition, un instinct de survie. Maintenant, avec la certitude d'avoir été trahi, je les ai étalés sur ma table de salle à manger. Avec un verre de vin pour me donner du courage, j'ai commencé à analyser la pile de documents qui allait sceller le destin de ma famille. Ce que j'ai découvert était pire que tout ce que j'avais imaginé. Ce n'était pas juste quelques irrégularités. C'était un système. Un système de fraude organisée, méticuleux et cruel. Des relevés de comptes de clients fortunés montraient des schémas de retrait et de dépôts anormaux. Des rapports d'investissement falsifiés gonflaient les rendements pour attirer de nouveaux capitaux. L'argent des nouveaux clients ne servait pas à investir, mais à payer les retraits des anciens, qui voulaient récupérer leurs fonds. Un schéma de Ponzi classique, exécuté avec une sophistication glaçante. Mon père, le grand Bernard Dubois, pilier de la communauté financière lyonnaise, n'était qu'un escroc. Et il n'agissait pas seul. J'ai trouvé des chaînes de mai entre lui et ma sœur, Sophie. Ils y discutaient froidement de la manière de « calmer » les clients inquiets, de « réallouer temporairement des actifs » pour masquer les trous. Le langage technique ne parvenait pas à cacher la réalité sordide de leurs actions. Ils volaient des gens qui leur avaient fait confiance, des gens dont ils géraient l'épargne de toute une vie. Puis, j'ai trouvé un dossier qui m'était consacré. Mon cœur s'est serré. Des emails datant de plusieurs semaines avant mon départ. Mon père écrivait: l'accès de Chloé au compte X et Y doit être restreint immédiatement. Son rôle au marketing ne justifie pas un tel niveau de détail. La réponse de Sophie est arrivée quelques minutes plus tard: c'est fait. Isabelle m'aide à la maintenir occupée avec les nouvelles présentations. Elle ne se doute de rien. Isabelle. Ma meilleure amie. Mon sang s'est glacé. Son nom apparaissait encore et encore. Elle était leur complice, leur espionne. Je me suis souvenu de toutes ces conversations, de toutes ces fois où je lui avais confié mes doutes, mes peurs. Elle avait écouté, m'avait encouragé à suivre mon propre chemin, tout en rapportant chaque mot à mon père et à ma sœur. La trahison était si profonde, si totale, qu'elle me donnait la nausée. Et ce n'était pas tout. J'ai trouvé un email particulièrement inquiétant. Il venait de l'avocat de la société et était adressé à mon père. Il discutait d'une mesure préventive à mon encontre. Il mentionnait la possibilité de déposer une plainte pour espionnage industriel si jamais je devenais trop curieuse. C'est alors que j'ai compris. La lettre de menace anonyme que j'avais reçue quelques mois plus tôt, celle qui m'avait terrorisée et que j'avais mise sur le compte d'un déséquilibré, elle venait d'eux. Ils n'avaient pas seulement prévu de m'écarter. Ils avaient planifié de me détruire si nécessaire. Je pensais avoir touché le fond de la trahison, mais ce que j'allais découvrir ensuite dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Restez avec moi pour la suite. Assise au milieu de ce champ de mines de papier, chaque nouvelle page que je tournais était une nouvelle détonation dans ma vie. La fraude financière était une chose. C'était impersonnel, technique.
Mais la trahison de ma propre sœur et de ma meilleure amie était une blessure intime, une plaie béante. Je continuais à lire les emails, comme si je voulais me punir, voir jusqu'où leur duplicité pouvait aller. Un échange a particulièrement retenu mon attention. Il datait d'environ un mois après mon départ de l'entreprise. Isabelle écrivait à Sophie, « Chloé m'a appelé aujourd'hui. Elle est toujours un peu déprimée mais excitée par son nouveau projet. Elle a mentionné au passage qu'elle avait gardé quelques souvenirs de son passage chez Dubois et Fils. Je ne pense pas que ce soit une menace, mais il faut rester vigilant. » La réponse de Sophie était glaciale, « Continue de la voir. Sois son amie. Nous devons savoir exactement ce qu'elle a et ce qu'elle compte en faire. » Papa est très clair là-dessus. Être son ami. Ces mots résonnaient dans ma tête. Notre amitié, nos 20 ans de souvenirs, de confidences, de fous rires et de larmes partagées, tout cela n'était devenu qu'une mission de surveillance. J'étais une cible. Et elle était l'agent infiltré. La douleur était si vive qu'elle était physique. Je me suis levée et j'ai dû m'appuyer contre le mur pour reprendre mon souffle. Chaque souvenir heureux avec elle était maintenant souillé, empoisonné par cette nouvelle réalité. Je suis retournée à la table, déterminée à tout savoir. Au fond de la boîte de documents, il y avait une clé USB que j'avais copiée à la hâte, contenant des sauvegardes de certains dossiers du serveur. Je l'ai insérée dans mon ordinateur, ne sachant pas à quoi m'attendre. La plupart des fichiers étaient des tableurs financiers, confirmant l'ampleur de la fraude. Mais un dossier était intitulé « Personnel-basse ». Intriguée, je l'ai ouvert. Ce qu'il contenait n'avait rien à voir avec les finances. C'étaient des photos. Des centaines de photos. La plupart étaient des captures d'écran de réseaux sociaux, des photos de Sophie et d'Isabelle ensemble à des soirées, des week-ends, des événements auxquels je n'avais pas été invitée. Au début, je n'ai pas compris. Puis, j'ai remarqué la progression. Le langage corporel. Les regards. Une main sur une épaule, un bras autour de la taille, des sourires qui n'étaient pas que de l'amitié. La dernière série de photos a tout fait voler en éclats. Elles avaient été prises au chalet de la famille à Megève. Elles étaient clairement privées, intimes. Sophie et Isabelle s'embrassaient. Pas une bise amicale. Un baiser passionné. Elles étaient ensemble. Ma sœur et ma meilleure amie étaient en couple. Et elle me l'avait caché. Tout s'est éclairé d'un coup. La complicité, les secrets, le front uni contre moi. Ce n'était pas seulement une alliance professionnelle pour protéger les secrets de mon père. C'était personnel. Isabelle n'avait pas seulement trahi notre amitié pour des raisons de loyauté envers la famille Dubois. Elle l'avait fait pour protéger sa relation avec ma sœur. J'étais le dommage collatéral de leur histoire d'amour secrète et des crimes de ma famille. J'ai repoussé ma chaise, un haut le cœur me submergeant. Je me suis précipitée dans la salle de bain, malade. La double trahison était trop lourde à porter. Pendant que je pleurais mes illusions perdues, mon téléphone a sonné. C'était Luc. « Chloé, je suis désolé de t'appeler si tard, dit-il. Mais je n'ai pas pu attendre. Après ton appel, j'ai fait quelques vérifications préliminaires dans nos bases de données. Il y a des alertes sérieuses sur plusieurs sociétés écrans liées à Dubois et Fils. Les schémas suggèrent une fraude systématique qui remonte à au moins 5 ans. Je sais, ai-je répondu d'une voix vide. Je regarde les preuves en ce moment même. Mais il y a plus que ça. Je lui ai tout raconté. La relation entre Sophie et Isabelle, le rôle d'Isabelle dans ma surveillance. C'est encore plus sordide que je ne le pensais, a-t-il murmuré. Mais attends, il y a autre chose. Et c'est grave. J'ai détecté une activité sur un compte fiduciaire à ton nom. Un fonds que tes grands-parents ont créé pour toi. Mon fonds en fiducie? C'est impossible. Je ne peux pas y toucher avant mes 35 ans. Eh bien, quelqu'un l'a fait. Des retraits importants ont été effectués au cours des 6 derniers mois. Il fallait une double autorisation. Apparemment, quelqu'un a réussi à imiter ta signature. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Il ne s'était pas contenté de me voler mon héritage professionnel et mon amitié. Il m'avait volé mon argent. Mon propre argent. C'en était trop.
C'était la goutte d'eau qui a transformé ma douleur en une détermination de glace. Ils allaient payer. Pour tout. La révélation concernant mon fonds en fiducie a été le point de non-retour définitif. Il n'y avait plus de famille. Il n'y avait plus d'amitié. Il n'y avait plus que des criminels qui avaient non seulement fraudé des centaines d'investisseurs, mais aussi volé leurs propres filles et sœurs. Ma résolution était désormais inébranlable. Pendant le reste de la nuit, j'ai travaillé avec une énergie née du désespoir et de la colère. J'ai numérisé chaque document, chaque relevé de compte, chaque email compromettant. J'ai organisé les preuves de manière chronologique, créant un dossier si clair et si accablant que personne ne pourrait nier la vérité. J'ai créé des copies de sauvegarde sur plusieurs disques durs cryptés, que j'ai cachés dans des endroits séparés. Luc m'avait prévenu qu'il pourrait devenir désespéré, et je ne prenais aucun risque. Vers 5 heures du matin, le dossier était prêt. Un fichier compressé contenant des années de mensonges, de cupidité et de trahison. Mon doigt a survolé le bouton « Envoyer » de l'email adressé à Luc. C'était le moment. Le moment où les mots et les intentions se transformaient en une action irréversible. J'ai pensé à mon père, non pas le criminel en col blanc, mais celui qui m'avait appris à faire du vélo dans le parc de la Tête d'Or. J'ai pensé à ma mère, non pas la femme froide qui m'avait fermé la porte, mais celle qui me lisait des histoires quand j'étais malade. J'ai pensé à Sophie, ma complice d'enfance avant qu'elle ne devienne ma rivale. Un éclair de doute, une dernière once de loyauté filiale a tenté de me retenir. Puis, l'image de leur visage à la porte m'est revenue. Le mépris dans les yeux de mon père. La lâcheté dans ceux de ma mère. Et la satisfaction dans le regard d'Isabelle, assise à ma place. J'ai pensé aux investisseurs qui avaient tout perdu. J'ai pensé à ma signature falsifiée. J'ai cliqué sur « Envoyer ». Le soulagement a été immédiat, suivi d'un vide immense. C'était fait. Le sort en était jeté. J'ai ensuite rédigé un second email, plus court, que j'ai envoyé à l'investisseur de Bordeaux que mon père avait humilié, ainsi qu'à 2 autres clients majeurs dont j'avais les coordonnées. J'y ai joint quelques preuves clés, avec un simple message, « Je pense que vous avez le droit de savoir où votre argent a vraiment été investi. » Enfin, j'ai envoyé un SMS à ma cousine, la seule de la famille à m'avoir soutenu discrètement, « Les choses vont beaucoup changer pour la famille. Fais attention à tes propres investissements liés à l'entreprise. » Puis, j'ai éteint mon ordinateur. Je me suis fait un café, et j'ai attendu. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. À 8h19 précisément, 19 minutes après l'envoi de l'email à Luc, mon téléphone s'est allumé. Un message de mon père. 3 mots. Que as-tu fait? La panique et la rage transpiraient de ce simple message. Avant même que je puisse réagir, mon téléphone a commencé à vibrer sans interruption. Ma mère a appelé 3 fois de suite, laissant des messages vocaux de plus en plus affolés. Chloé, c'est une affaire de famille, ça doit se régler en privé. Rappelle-nous immédiatement. Les SMS de Sophie sont passés de la colère au désespoir. Tu es en train de tous nous détruire. Tu peux encore arrêter ça, s'il te plaît. On peut parler. Et puis, le message d'Isabelle. Le plus révoltant de tous. Il y a eu un terrible malentendu. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je n'ai jamais trahi ta confiance comme tu le penses. S'il te plaît, appelle-moi. Le culot de son déni était presque comique. J'ai ignoré chacun de leurs messages. Un message inattendu est venu de mon oncle Antoine. Je me doutais que quelque chose n'allait pas, mais je n'ai pas eu le courage d'agir. Tu as été plus courageuse que moi. Fais attention. Ne les rencontre pas seuls. Ce soutien inespéré m'a apporté un bref instant de validation. Puis, les alertes des médias ont commencé à tomber. Le Figaro Économie, les Échos. L'AMF ouvre une enquête sur le géant lyonnais Dubois et Fils. Soupçon de fraude à grande échelle, les transactions suspendues. La nouvelle se répandait comme une traînée de poudre. Le dernier message de mon père est arrivé à 9h. C'était un ultimatum. Tu as 20 minutes pour m'appeler et m'expliquer comment tu comptes réparer ça, avant que tu ne détruises cette famille pour toujours. J'ai regardé l'heure. J'ai laissé les 20 minutes s'écouler dans un silence assourdissant,
alors que mon téléphone continuait de vibrer frénétiquement. Pour la première fois depuis la veille, je me sentais en paix. La vérité était sortie. Le reste n'était plus sous mon contrôle. Alors que je coupais une part de la bûche de Noël rejetée, la sonnette de mon appartement a retenti. J'ai jeté un œil à l'horloge. Il était 9h22. Ils étaient là. Le son strident de la sonnette a déchiré le silence de mon appartement. Je n'avais aucun doute sur l'identité de mes visiteurs. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, non pas de peur, mais d'une sorte d'anticipation nerveuse. C'était l'heure de la confrontation, le dernier acte de cette tragédie familiale. J'ai posé le couteau, j'ai lissé ma tenue, et je me suis dirigé lentement vers la porte. J'ai regardé par le Judas pour confirmer. Ils étaient bien là. Toute la famille. Mon père, le visage rouge de fureur, avait l'air inhabituellement décoiffé. Ma mère, pâle et rigide comme une statue. Sophie, le mascara coulant sur ses joues. Et en retrait, l'air misérable, Isabelle. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai redressé les épaules et j'ai ouvert la porte. Comment as-tu pu nous faire ça? La voix de mon père a explosé dans le couloir, pleine d'une rage que je ne lui avais que rarement vue. À ta propre famille. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Ma mère lui a posé une main sur le bras. Pas ici, Bernard, a-t-elle sifflé, jetant des regards angoissés aux portes voisines. Réglons ça en privé. Je suis resté dans l'embrasure de la porte, étonnamment calme face à leur fureur collective. Si vous voulez parler, vous pouvez entrer, ai-je dit d'une voix posée. Mais vous n'allez pas me crier dessus chez moi. Ils sont entrés en silence. Mon père vibrait encore de colère. Ma mère a balayé mon modeste appartement d'un regard plein de mépris. Sophie n'osait pas me regarder. Isabelle est restée près de la porte, comme si elle prévoyait de s'enfuir à tout moment. Mon oncle Antoine n'était pas avec eux. Asseyez-vous, ai-je offert, désignant mon canapé. Personne n'a bougé. Tu dois tout retirer. Immédiatement, a exigé mon père, sa voix plus basse mais tout aussi intense. Appelle ton contact à l'AMF. Dis-leur que c'était une erreur, un malentendu. Nous pouvons encore contenir la situation si nous agissons vite. J'ai haussé un sourcil. Retirer la vérité? Retirer les preuves de fraude, de détournement de fonds et d'usurpation d'identité? Je ne crois pas que ce soit possible, papa. Tu ne comprends rien, a lancé ma mère, son masque social se fissurant pour révéler une peur panique. Sais-tu ce que cela va faire à notre réputation? À notre place dans la société? Tous les conseils d'administration, toutes les œuvres de charité, toutes nos relations. Tout ce que nous avons bâti pendant des décennies, détruit parce que tu es incapable de faire preuve de la plus simple loyauté familiale. La loyauté, ai-je répété, le mot ayant un goût amer. Était-ce de la loyauté quand vous avez vidé mon fonds en fiducie sans mon autorisation? Était-ce de la loyauté quand vous m'avez exclu de Noël tout en accueillant la femme qui me trahissait? Expliquez-moi votre définition de la loyauté, parce qu'elle semble ne fonctionner que dans un sens. Sophie s'est finalement effondrée sur mon canapé. Tu ne comprends pas la pression, a-t-elle murmuré. Papa avait besoin de certains rendements pour garder les gros clients. Le marché s'est retourné contre nous. On a dû faire des ajustements. Ça a commencé petit, et puis, ça a grossi. Ne dis pas un mot de plus, Sophie, a aboyé mon père. Elle est probablement en train d'enregistrer toute la conversation. Son délire de persécution m'a presque fait rire. Je n'ai pas besoin d'enregistrer quoi que ce soit. Les documents parlent d'eux-mêmes. Isabelle s'est avancée, les yeux rouges. Chloé, s'il te plaît. Il n'y a pas que ta famille qui est affectée. Il y a des employés qui vont tout perdre. Des clients qui vont être ruinés. Il doit y avoir un moyen de résoudre ça sans tout détruire. Son audace a ravivé ma colère. Tu n'as absolument aucun droit de m'adresser la parole, ai-je dit froidement. Tu as utilisé notre amitié pour m'espionner. Tu leur as rapporté chacune de mes craintes. Et tout ça pendant que tu étais avec ma sœur. Ça t'a amusé de me prendre pour une idiote, Isabelle? Son visage s'est décomposé. Ce n'était pas comme ça. Pas au début. Sophie et moi, c'est arrivé plus tard.
Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Leur mascarade pathétique était insupportable. Ils ne regrettaient pas leur crime. Ils regrettaient de s'être fait prendre. C'est à ce moment que j'ai réalisé qu'il n'y avait plus rien à sauver. Qu'est-ce qui est le plus difficile à pardonner selon vous, le mensonge ou la trahison? La confrontation dans mon petit salon avait atteint une impasse. Leurs tentatives de manipulation, de supplication et de menaces se heurtaient à mon calme inébranlable. Ils ne comprenaient pas. Ils pensaient encore que tout pouvait s'arranger, que leur pouvoir et leur argent pouvaient effacer la vérité. C'est à ce moment que la porte, qu'ils n'avaient pas complètement fermée, s'est ouverte doucement. Mon oncle Antoine est entré dans l'appartement. Il m'a adressé un bref signe de tête avant de se tourner vers mon père. Bernard, ils sont en train de mettre sous scellé tous les dossiers au bureau. L'AMF a déjà gelé les comptes principaux. Tu dois appeler ton avocat immédiatement. Puis, il s'est tourné vers moi. Je suis venu te prévenir. Ils cherchent un bouc émissaire. Et ils ont décidé que ce serait toi. Le visage de mon père a confirmé les dires de mon oncle. Sa colère s'est transformée en une ruse calculatrice. Tu étais directrice du marketing et des relations clients, a-t-il dit, son ton devenant faussement conciliant. Tu étais suffisamment impliqué dans ces comptes pour être mise en cause. Si tu coopères maintenant, si tu présentes ça comme un malentendu que tu as mal interprété, nous pouvons te protéger. Sinon, nos avocats n'auront d'autre choix que de présenter des preuves de ton implication. Des preuves que vous fabriqueriez, ai-je répondu sans ciller. Ça ne marchera pas. J'ai documenté toutes mes inquiétudes et toutes les fois où mon accès a été restreint, et ce depuis des mois. Luc a la chronologie exacte de mes découvertes. Et surtout, je n'ai jamais été signataire sur les transferts frauduleux. Le nom de Luc a fait tiquer mon père. Alors c'est ça. Tu détruis ta famille pour un homme. Un petit ami de l'AMF. L'absurdité de son accusation était pathétique. Il s'agit de faire ce qui est juste. Un concept que cette famille semble avoir oublié depuis longtemps. Ma mère a tenté une dernière approche, celle de la tendresse maternelle qu'elle n'avait jamais vraiment maîtrisée. Ma chérie, on peut arranger ça. Ton père peut déplacer des fonds pour couvrir les pertes. Personne ne perdra d'argent. On peut te réintégrer, te donner plus de responsabilités, tout ce que tu veux. Leur tentative de corruption transparente était presque triste. Il est trop tard pour ça, maman. Les autorités ont déjà tout. Dit ton prix, a lancé mon père, brutalement. Tout le monde en a un. 1 million? 5 millions? Ta propre division dans l'entreprise? Qu'est-ce qu'il te faut pour que tu nous aides à étouffer ça? Je l'ai regardé, vraiment regardé. L'homme qui m'avait élevé était réduit à ça, un criminel qui croyait que tout et tout le monde pouvait s'acheter. J'ai déjà ce dont j'ai besoin, ai-je répondu. La vérité. Il a ricané. La vérité ne paie pas les factures et ne sauve pas les réputations. La vérité est un luxe pour les gens qui ne comprennent pas comment le monde fonctionne vraiment. Je comprends parfaitement comment votre monde fonctionne maintenant. Et je n'en veux aucune part. Sophie s'est levée d'un bond. Elle ne nous aidera pas, a-t-elle dit à mon père. Mais il y a autre chose que tu devrais savoir. Elle contrôle les parts du fonds en fiducie de grand-mère maintenant qu'elle a 30 ans. Si c'est par vote avec les membres du conseil qui remettent déjà en question ta direction, tu pourrais perdre le contrôle de l'entreprise, même sans l'enquête de l'AMF. Mon père s'est tourné vers moi, un nouvel éclair de calcul dans les yeux. C'est donc ça? Une prise de pouvoir? On peut négocier ça aussi. J'ai secoué la tête, épuisé par leur incapacité à comprendre. Non. Il s'agit de responsabilité. D'assumer les conséquences de vos choix. Il s'agit de tous les gens qui vous ont fait confiance. Ma mère s'est effondrée sur le canapé, la réalité semblant enfin la frapper. Nous sommes ruinés, a-t-elle murmuré. Tout est fini. Sophie s'est agenouillée à ses côtés, me lançant des regards accusateurs. Isabelle se tenait maladroitement au milieu de la pièce, n'appartenant à aucun camp. Vous n'auriez jamais dû me repousser, ai-je dit doucement. Vous n'auriez jamais dû me traiter comme une étrangère dans ma propre famille. Peut-être qu'alors, j'aurais pu vous aider à trouver une meilleure solution. Tu es morte pour nous, a craché mon père,
sa dernière tentative de manipulation émotionnelle. Après aujourd'hui, tu n'es plus une Dubois. J'ai soutenu son regard. J'ai cessé d'être une Dubois au moment où vous avez fermé cette porte. Maintenant, je veux que vous partiez tous de chez moi. Mon avocat vous contactera pour toute communication future. Ils sont partis, un par un, emportant avec eux les ruines de notre famille. Quand la porte s'est refermée, le silence est retombé. Un silence lourd, mais libérateur. Le combat était terminé. Une nouvelle vie, incertaine mais mienne, pouvait commencer. Un an. 365 jours s'étaient écoulés depuis ce Noël cataclysmique. Le scandale, Dubois et Fils, avait fait la une des journaux pendant des mois. La chute de mon père avait été aussi spectaculaire que son ascension. L'enquête de l'AMF avait mis à jour l'étendue de la fraude, affectant des centaines de clients et ébranlant la communauté financière lyonnaise. Face aux preuves accablantes, mon père avait plaidé coupable pour éviter un procès long et encore plus humiliant. Il avait été condamné à une lourde amende, à la confiscation de la majorité de ses biens et à une assignation à résidence de plusieurs années dans une version très réduite de sa vie d'avant. Sa réputation, qu'il chérissait plus que tout, était détruite à jamais. Sophie, en tant que complice, avait également été condamnée, mais à une peine plus légère avec sursis, ayant coopéré avec les enquêteurs. Elle avait tout perdu, sa carrière, sa position sociale, et sa relation avec Isabelle, qui s'était effondrée sous le poids du scandale et des mensonges. Isabelle avait quitté Lyon, disparaissant sans laisser de traces. La société, Dubois et Fils Investissement, avait été placée sous administration judiciaire. Pour survivre, elle devait être entièrement restructurée, nettoyée de fond en comble. Et c'est là que l'histoire a pris une tournure que je n'aurais jamais pu prévoir. 3 mois après le début du scandale, j'ai reçu un appel du nouvel administrateur judiciaire. Il voulait me rencontrer. J'y suis allée, méfiante. Il m'a expliqué qu'ils avaient besoin de reconstruire la confiance. Ils avaient besoin de quelqu'un qui comprenait l'entreprise, qui portait le nom, mais dont l'intégrité était irréprochable. Ma dénonciation m'avait valu le respect de la profession. Ils ne m'ont pas offert un poste au conseil d'administration, ce qui aurait été trop symbolique et peu crédible. L'offre était plus intelligente, plus pragmatique. Ils ont proposé un contrat à mon agence de marketing, Chloé Conseil, pour devenir le consultant externe en charge de la stratégie de communication, et surtout, de la mise en place d'une nouvelle charte d'éthique et de transparence. C'était l'ironie parfaite. On me payait pour réparer les dégâts causés par ma propre famille, pour devenir la boussole morale de l'entreprise qui m'avait rejeté. Après mûre réflexion, j'ai accepté. C'était ma chance de m'assurer que les victimes seraient entendues et que de telles pratiques ne se reproduiraient plus jamais. Mes relations avec ma famille, ou ce qu'il en restait, ont évolué de manière complexe. Ma mère, incapable de me pardonner l'humiliation publique, s'était réfugiée dans leur maison de vacances à Annecy. Elle vivait dans un déni silencieux, refusant la plupart de mes appels. La blessure était trop profonde pour elle. Sophie, en revanche, m'a surprise. 6 mois après la condamnation, elle m'a envoyé une lettre. Une vraie lettre, écrite à la main. Elle s'excusait. Sans chercher d'excuses. Elle m'a dit qu'elle avait commencé une thérapie pour comprendre pourquoi elle avait suivi aveuglément mon père, pourquoi son besoin d'approbation avait anéanti sa propre morale. Notre relation n'était pas réparée, loin de là. Mais une porte s'était entr'ouverte. Nous avons commencé à avoir des conversations prudentes, une fois par mois, reconstruisant lentement un pont fragile au-dessus d'un abîme de trahison. Mon oncle Antoine, qui avait démissionné dès le début du scandale, était devenu un allié précieux. Il m'aidait sur les aspects juridiques de la restructuration, une façon pour lui de racheter sa complicité passive. J'ai laissé faire ton père pendant trop longtemps, m'a-t-il avoué un jour. Le silence est aussi une forme de faute. Aujourd'hui, alors que les premières neiges de décembre tombaient sur Lyon, je me préparais à accueillir un autre genre de Noël. Un Noël choisi. Un Noël de vérité. Mon agence prospérait. J'avais acheté un bel appartement avec une vue sur la ville. Une vue que je m'étais offerte moi-même. Et pour la première fois, je ne me sentais pas seule. La sonnette a retenti, me tirant de mes pensées. La soirée ne faisait que commencer. J'ai ouvert la porte, un grand sourire aux lèvres.
C'était ma cousine Emma, celle qui m'avait toujours soutenue en secret. Elle tenait dans ses bras une bouteille de champagne et une tarte tatin encore chaude. Joyeux Noël, Chloé. Ta première pendaison de crémaillère de Noël. Comment tu te sens? Terrifiée et merveilleusement bien, ai-je ri en la serrant dans mes bras. Je n'ai aucune idée si ma dinde est cuite ou carbonisée. La nourriture n'a pas d'importance, a-t-elle répondu avec sagesse. Ce qui compte, c'est de créer un endroit où les gens se sentent aimés pour ce qu'ils sont vraiment. Et c'était exactement ça. Au cours de l'heure suivante, ma famille choisie est arrivée. Luc, l'ami qui avait été mon ancre dans la tempête, est venu avec sa femme. Mon oncle Antoine et son compagnon ont suivi, Antoine semblant plus léger et plus heureux que je ne l'avais jamais vu. Il y avait aussi mon assistante, qui avait quitté l'ancienne entreprise pour me rejoindre, et quelques amis chers qui m'avaient soutenu pendant cette année terrible. Mon appartement s'est rempli de rire, de chaleur et d'une affection sincère. Il n'y avait pas de faux-semblants, pas de performance sociale. Juste des gens heureux d'être ensemble. Puis, juste avant que nous passions à table, la sonnette a retenti une dernière fois. J'ai ouvert, le cœur un peu serré. C'était Sophie. Seule. Elle tenait maladroitement une petite boîte à la main. Je sais que ce n'est pas la bûche de papa, dit-elle timidement. Mais je me suis souvenu que c'était tes chocolats préférés. Ceux de chez Bernachon. Le geste était simple. Mais il signifiait tellement. Il reconnaissait notre passé commun tout en respectant notre nouveau présent. Des larmes inattendues me sont montées aux yeux. Merci, Sophie, ai-je réussi à dire. Entre. Tu es la bienvenue. Ce soir-là, nous nous sommes assis autour de ma table. Une table imparfaite, avec des chaises dépareillées, mais remplie de visages aimants. Avant de commencer à manger, j'ai levé mon verre. Je voudrais porter un toast, ai-je dit, ma voix légèrement tremblante. Il y a un an, je pensais que perdre ma famille signifiait tout perdre. J'avais tort. Cela a créé l'espace nécessaire pour que quelque chose de plus authentique puisse grandir. J'ai appris que la vraie famille n'est pas toujours définie par les liens du sang, mais par ceux qui se tiennent à vos côtés quand tout s'effondre, par ceux qui vous aiment non pas malgré vos failles, mais pour qui vous êtes vraiment. Alors, je lève mon verre à chacun d'entre vous. Ma famille. Merci. Nous avons partagé un moment de silence ému, avant que les conversations et les rires ne reprennent de plus belle. La dinde était un peu trop cuite, mais personne ne s'en est soucié. Plus tard dans la soirée, alors que nous savorions le dessert, j'ai regardé autour de moi. La douleur du rejet de l'année dernière avait été le feu nécessaire pour forger la personne que j'étais devenue. Ce chemin avait été atroce, mais il m'avait mené à une vérité essentielle. La construction de liens authentiques, basés sur le respect mutuel, apporte une plénitude bien plus profonde que le maintien de relations superficielles bâties sur les apparences et le mensonge. Ce Noël, contrairement à tous les autres, était vrai. Il était à moi. J'aimerais beaucoup lire vos expériences. Avez-vous déjà dû faire un choix difficile entre la loyauté familiale et vos propres valeurs? Avez-vous déjà dû reconstruire votre vie après une trahison? Partagez vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Parfois, les décisions les plus difficiles mènent aux bénédictions les plus inattendues, et partager nos parcours aide les autres à trouver le courage sur leur propre chemin. Si ce récit a résonné en vous, merci de laisser un j'aime et de vous abonner pour entendre d'autres histoires authentiques sur la façon de trouver sa force dans les moments difficiles. Rappelez-vous toujours, la famille que l'on choisit peut être encore plus forte et plus significative que celle dans laquelle on est né. Merci d'avoir fait partie de mon voyage. Je vous souhaite à tous des fêtes de fin d'année remplies de liens sincères et de gratitude du fond du cœur.